Est-ce que vous approuvez le Premier ministre quand il dit prendre ses responsabilités? Forcément, je suis membre de son gouvernement. Ce n'est pas la deuxième fois, c'était la deuxième occasion, mais ça avait déjà été fait et c'est pour mettre fin à un débat qui n'a que trop duré. Oui, mais pourtant, on est bien d'accord, vous le déclarez dans l'Express cette semaine, le 49.3, vous voulez le voir disparaître? Oui, mais vous ne pouvez pas mélanger un cadre institutionnel qui est le nôtre aujourd'hui et la nécessité de réfléchir à moyen terme, sauf à s'arrêter de penser. Je pense qu'il y a un sujet démocratique dans notre pays dont le 49.3 n'est qu'un des épiphénomènes qui mérite une réflexion globale et qui devra, le moment venu, être discuté dans la présidentielle. On a envie de savoir pourquoi vous voulez supprimer le 49.3. Parce que quoi? C'est un aveu d'impuissance? Non, en l'espèce, si vous m'amenez à l'explication conjoncturelle, c'est d'une certaine manière le constat d'échec que malgré un certain nombre de propositions, de compromis, d'avancées, y compris par rapport à la première lecture, l'Assemblée nationale est enfermée dans des postures qui traduisent l'état du débat démocratique aujourd'hui et qu'il faut sortir de cela, ça a quand même beaucoup trop duré. D'accord, parce que vous dites qu'il faut supprimer le 49.3, si je ne me trompe pas, parce que ça oblige à trouver un compromis. Donc c'est bien un échec, ça vient aujourd'hui solder un échec dans l'incapacité de trouver un compromis sur cette fameuse loi travail. Mais le 49.3 est toujours un constat d'échec. Le Premier ministre le dit lui-même à la tribune de l'Assemblée. Et d'impuissance politique. Mais pas d'impuissance, puisque justement c'est l'inverse. C'est justement l'occasion de trancher un débat qui n'a que trop duré. C'est l'échec de discussion, d'avancées que le gouvernement a fait, qui n'ont pas permis d'aboutir. D'accord. Vous estimez que là également, j'imagine que le gouvernement a fait suffisamment d'efforts vers le compromis? Je le crois. Je crois que ce texte est devenu à une portée désormais dans le débat politique symbolique. Quand on regarde sa réalité, notamment ce qui pose problème, son article 2, il n'est pas vrai de décrire cet article comme une menace contre les droits des travailleurs. Je pense même qu'il y a des garanties, notamment sur ce qu'on appelle l'accord majoritaire, c'est-à-dire le fait que pour qu'un accord soit signé désormais, il faudra au moins 50% des salariés contre 30% aujourd'hui. Je crois même qu'il y a des garanties apportées par ces... Alors comment mais c'est devenu symbolique, mais quand même, on entend les arguments, même si on n'est pas forcément d'accord. Vous entendez Benoît Hamon qui dit « Mais non, l'article 2, c'est synonyme de dumping social ». C'est ce que disent aussi une grande partie des syndicats contestataires. Bien sûr, je mets de côté la CFDT. Les opinions sont divisées et derrière cette division, il y a finalement la culture politique de l'affrontement entre... ceux qui considèrent que des accords entre des partis sur le terrain permettent du progrès social, en tout cas peuvent permettre du progrès social, et ceux qui pensent que la garantie, c'est d'abord la loi, c'est d'abord le vote du Parlement. Mais dans l'économie d'aujourd'hui, objectivement, avec la diversité des entreprises, je pense qu'il faut la fluidité que permettent les accords d'entreprise. Alors, si on se projette, est-ce que vous estimez que... supprimer le 49.3 est fondé? Est-ce que vous ne craignez pas de désarmer les gouvernements futurs? Non, mais si vous voulez m'inviter à une réflexion globale sur une refondation démocratique, une réflexion absolument passionnante, il y a en effet un certain nombre de sujets qui méritent d'être reposés, et à commencer par la façon dont on fabrique la loi, les pouvoirs respectifs du Parlement et de l'exécutif, et la façon de préparer les textes avant que de les voter, les concertations obligatoires, les garanties d'autorité indépendante, et donc dans tout ça... Mais le débat s'enrichit de votre réflexion, de vos réflexions. Mais là, quand même, vous êtes ministre du gouvernement, et hop, vous arrivez le jour où le Premier ministre utilise le 49.3, vous dites qu'il faudra le supprimer un jour. Bien sûr, mais je ne suis pas en train de vous dire autre chose. Je vous dis que dans une architecture de fabrique de la loi repensée, j'ai d'ailleurs préparé un rapport parlementaire que je n'ai pas pu terminer puisque j'ai été nommé au gouvernement, qu'on terminait de manière remarquable Régis Juanico et Laure de la Raudière, et que dans une fabrique différente de la loi, repensée à l'image de ce qui se fait dans les pays internationaux, on doit pouvoir se passer de dispositifs comme celui-là. Changer les choses dans le pays, arriver à une culture de compromis, on en est loin. Mais ce n'est pas du rêve, ce n'est pas du fantasme, c'est des choses qui se font déjà, qui ont été mises en œuvre depuis 10 ans dans un certain nombre de pays étrangers en Europe. Et je pense que la France a une session de rattrapage à faire sur des outils de bonne gouvernance à côté desquels on est passé depuis 10 ans. Et vous pensez pas depuis 4, depuis 10. On réfléchit donc toujours. 4. On se projette, Thierry Mandet. Vous pensez que Manuel Valls pourrait être un Premier ministre sans possibilité de recourir à 49.3 ? Il pourrait ? Je pense que
Parce qu'on l'accuse, ses adversaires l'accusent d'avoir voulu d'abord montrer ses muscles. Non, mais ça, c'est de la polémique politique. Enfin, ça existe dans la vie politique. Enfin, moi, je me rappelle d'une chose, c'est le premier discours d'investiture de Manuel Valls, déclaration de politique générale, à l'Assemblée nationale, où il a posé directement la question démocratique. Et j'ai une conviction profonde, c'est qu'il n'est pas satisfait de la situation d'aujourd'hui, de l'état du débat démocratique dans le pays, finalement du fait qu'on est plus dans des affrontements, dans des postures, dans des petites choses, que dans des grands débats. Il n'est pas satisfait. Je suis convaincu qu'il n'est pas satisfait. D'ailleurs, il ne manque pas une occasion de le dire, d'appeler les gens à la responsabilité, à l'attitude correcte à l'Assemblée. Vous l'inviterez la semaine prochaine ou dans 15 jours, il vous répondra. Mais en tout cas, cette question démocratique, l'insatisfaction que produit aujourd'hui l'état du débat démocratique dans le pays et la nécessité de le repenser, ça, je suis persuadé que lui, comme le président de la République, sont convaincus de ça. Alors aujourd'hui, la faute incombe à Manuel Valls. Si l'on écoute bien sûr les frondeurs, je vous propose d'écouter Laurent Baumel, qui est très dur envers le Premier ministre, le diviseur. Manuel Valls considère qu'il a le monopole de l'intérêt de la France, du mot responsabilité. En réalité, il se comporte comme quelqu'un dans cette affaire qui avait la possibilité de réunifier un minimum sa famille politique, d'avoir une sortie par le haut, avec nous mais aussi avec peut-être les syndicats, et qui cultive, au nom du fait qu'il cultive sa propre image d'autorité et d'intransigeance, sa propre construction politique finalement et médiatique, est en train de bazarder, de bousiller les possibilités de sortir de cette affaire de la loi travail par le haut. Alors il y a du vrai dans ce que dit Laurent Baumel. D'abord, c'est pas bien de s'en prendre à la personne du Premier ministre comme il le fait. On peut être à son style, à sa méthode. Oui, non, mais à la personne. Enfin, c'est une critique politique, mais personnelle, du style, de la méthode, de la façon d'être présumée de Laurent Baumel. C'est pas bien. Surtout que je crois que Laurent Baumel, comme d'autres, et c'est tout à fait respectable, sont des frondeurs du premier jour. Moi, j'ai connu Laurent Baumel à l'Assemblée nationale, j'ai siégé avec lui avant même que Manuel Valls soit Premier ministre. Il était frondeur. C'est tout à fait son droit. Il a le droit d'être en désaccord avec l'orientation politique du gouvernement. Mais ce n'est pas la personnalité de Manuel Valls qui est en cause. C'est une certaine lecture, un certain nombre de convictions que Laurent Baumel a, avec quelques-uns de ses amis, de désaccord sur la ligne politique du gouvernement. Et c'est là-dessus qu'il faut se placer. Ça ne sert à rien d'essayer d'enfoncer la personne du Premier ministre. La socialiste Karine Berger estime que le Premier ministre devrait démissionner, faute de majorité. Pourquoi démissionner faute de majorité? Le texte va probablement être adopté. Il y a des règles institutionnelles. Là aussi, on peut en penser ce qu'on veut, mais tant qu'elles existent en l'état, on les respecte, parce que sinon il n'y a pas de République. La règle, c'est 49.3, motion de censure. Motion de censure. S'il y a une motion de censure votée par l'Assemblée, ça veut dire en effet qu'il n'y a pas de majorité. Il n'y a plus de majorité, et qu'il n'y a pas de majorité alternative. Et s'il n'avait pas voté, ça veut dire qu'il y a une majorité. Donc, comment est-ce que vous réagissez quand vous entendez certains de vos amis du Parti socialiste se dire prêts à voter une motion de censure, qu'appelle d'ailleurs le Parti communiste français? Moi, je n'ai pas envie de passer plus d'énergie que ce qu'on passe déjà, qui est démesuré, à régler des histoires entre les forces qui composent la majorité. Vous avez été un précurseur sur cette affaire de primaire. Est-ce que vous êtes satisfait de la manière dont ça s'engage? Est-ce que vous pensez, comme semble le dire Madame Lienemann, que ce sont peut-être des primaires sur mesure pour François Hollande? Non, je suis satisfait qu'elle ait lieu, voilà, qu'elle ait été décidée. Après, je ne suis pas sûr que les Françaises et les Français vont passer des nuits entières à s'interroger sur le détail de la primaire, son intérêt. Mais voilà, elle devait avoir lieu. C'est pareil, dans une réflexion... Vous pensez qu'elles auront moins de succès que les primaires de 2011 ? Je n'en sais strictement rien. Je pense en revanche qu'il y a une querelle de famille à gauche. Depuis le début du quinquennat. D'ailleurs, d'une certaine manière, c'est traditionnel à gauche. Et quand il y a une querelle de famille, c'est bien de convoquer le conseil de famille pour la régler. Voilà, c'est finalement, c'est ça les primaires, et c'est une bonne chose que ça se règle comme cela. Est-ce que ça peut être des primaires loyales? C'est le terme qui a été utilisé par Arnaud Montebourg. Il y a des doutes. Voilà, que pour que ça soit loyal, il faut 10 000 bureaux de vote, un système de parrainage qui fasse un filtre assez clair. Voilà. Donc il veut les conditions de la primaire de 2011. Est-ce que vous le rejoignez dans cette demande? Écoutez, moi je ne suis pas ni greffier ni notaire, donc je ne vais pas compter le nombre de bureaux de vote, mais il faut qu'elle soit loyale. Mais comment peut-on imaginer une seconde que ceux qui décident de cette primaire décident en même temps de la truquer? C'est absurde. Tout ça se passe publiquement. Il y a des
des médias, il y a des millions d'hommes et de femmes de gauche qui attendent ces primaires-là. Il n'y a pas de risque. Il n'y a aucun risque. Il y a simplement un principe que tout le monde doit accepter en participant à la primaire. C'est que le gagnant a gagné. Non, le gagnant a gagné. Ça, c'est très important, parce que sinon, ça veut dire qu'on n'a plus rien à faire ensemble. Donc, il faut accepter, sans aucune réserve, s'il a des exigences sur le nombre de bureaux de vote, très bien, il faut accepter cette règle toute bête, que le candidat désigné par la primaire est le candidat de tous ceux qui y ont participé. C'est le seul cadre politique, et ça, c'est évidemment, c'est à chacun de faire cet effort. Mais la primaire semble un aveu de faiblesse pour François Hollande. Donc, évidemment, tout le monde soupçonne une manœuvre, en fait, voilà, qui ne serait pas totalement honnête. Donc, on peut comprendre que les gens aient des doutes sur, la loyauté de l'exercice. C'est très intéressant ce débat de la primaire, parce que derrière, il y a une certaine conception de la présidence de la République. On dit, en gros, ceux qui s'opposent à la primaire disent, mais écoutez, le président de la République, comment? Mais allez voir le peuple, allez voir les citoyens, allez voir ceux et celles de sa famille politique pour leur demander s'il peut se représenter. Voilà. On raisonne comme si le président de la République, François Hollande aujourd'hui, hier d'autres, demain d'autres, étaient des sortes d'hommes providentiels qui avaient par eux-mêmes une légitimité qui faisait que, naturellement, ils devaient se représenter. Moi, je pense que ce n'est pas la bonne vision de ce qu'est le président de la République dans la société d'aujourd'hui. Et je pense d'ailleurs que François Hollande a cette vision-là. Un président de la République, c'est un premier de cordée. C'est quelqu'un qui emmène une cordée, ceux et celles qui partagent ses convictions, ça ne peut pas être monolithique, parfois il peut y avoir des désaccords, qui les emmène, qui les dirige pendant 5 ans sur un parcours, qui prend la responsabilité de l'équipage, qui indique la voie, qui parfois motive les gens, qui parfois les engueule quand il faut les engueuler. Et cette vision-là de ce qu'est un président de la République, de ce que doit être un président de la République moderne, qui je crois est amorcée dans ce quinquennat, elle implique justement cette légitimation par sa famille, parce que pour être premier de cordée, il vous faut une cordée. Voilà. Et qui a d'autre dans la cordée que ceux et celles qui participeront de votre désignation? Votre candidat, du coup? Moi, j'ai un candidat quand il est candidat. Vous savez, vous, s'il va se présenter? Le président de la République a fait une déclaration très simple. Il a dit, moi, je serai candidat si j'arrive à faire baisser le chômage. En fin d'année. Donc on attend la fin d'année. Là où je suis dans le gouvernement, modestement, j'essaye pour ma part de contribuer à cet objectif. Il y a des ministres qui sont bien plus exposés que moi au travail, à l'économie, aux finances. Et puis on espère que le chômage baissera, que le président pourra être candidat. Mais pour l'instant, nul n'en sait rien. Nous avons tous, moi-même, une responsabilité de remettre de la qualité et du respect dans le débat démocratique. Parce que si on ne tire pas le débat vers le haut, il n'y a pas de raison que des comportements absolument inadmissibles ne prospèrent pas. Est-ce que la qualité du débat ne concerne pas d'abord les ministres entre eux? On a assisté hier à une scène étrange sur Twitter avec ce qu'on appelle un tweet clash, vous avez vu, hein, avec les bisbilles avec Christian Eckert, soutenu d'ailleurs par Manuel Valls. Alors on se demande où va-t-on, hein, avec, vous le voyez, Emmanuel Macron épinglé par le secrétaire d'État au budget, Emmanuel Macron qualifié de surhomme. Voilà, ça c'est Twitter. Hein. Alors, non, c'est pas Twitter, ce sont les ministres. Vous venez d'appeler à l'apaisement du débat. Non mais attendez, c'est un média qui a une audience limitée. C'est pas la faute du média, là. C'est quand même, on parle des émetteurs. Non mais je ne dis pas que le média est responsable. Ce que je veux dire, c'est que Twitter, ça fait partie de ces nouveaux outils numériques qui sont finalement des outils à épanchement de ses propres états d'âme. Voilà. Et là, il a été vexé. Et peut-être pour des bonnes raisons, puisqu'il est responsable des douanes. Donc il a écrit naturellement ce qu'il sentait. Voilà. Et on peut comprendre la réaction d'humeur de Christian Eckert. Très bien. Moi j'ai une petite question. Vous avez soutenu Arnaud Montebourg en 2011 pour la primaire du PS à cette époque. Qu'est-ce que vous pensez de ces premiers pas, enfin de son retour en politique? Il y a une grosse incertitude politique avec Arnaud Montebourg. J'ai du mal pour l'instant, mais probablement clarifiera-t-il ses positions dans les semaines qui viennent, comprendre sa position sur une question qui pour moi est majeure, qui est la question européenne. Je me demande s'il n'est pas en train de devenir souverainiste. Or, je pense, pour ma part, que l'Europe a besoin d'être reparamétrée, mais a vraiment besoin non seulement d'exister, mais d'être reconsolidée par une façon un peu différente de la faire fonctionner,
que ce qui a fonctionné aujourd'hui. Ce qu'il dit, c'est qu'il faut mener un bras de fer avec l'Europe pour la reconstruire et aider à sa reconstruction. Est-ce que c'est pas justement ce que fait par exemple Manuel Valls quand il dit que de manière unilatérale, il pourrait ne pas appliquer la directive sur les travailleurs détachés? Il n'y a pas la France et l'Europe, il n'y a pas la France d'un côté, l'Europe de l'autre. La France, surtout avec le Brexit, c'est la deuxième économie européenne. C'est au cœur de l'Europe. Vous voulez faire un bras de fer avec qui? Avec vous-même? Donc, si la France ne porte pas des projets de construction renforcée, de nouveaux horizons pour des coopérations entre les pays, si plutôt que de faire un bras de fer avec on ne sait pas trop qui, elle ne porte pas une dimension constructive, la France, alors l'Europe est menacée. Mais évidemment, le constat qu'il y a trop de bureaucratie, que les procédures politiques sont trop longues à faire, tout ça, ça a été fait, refait, on n'en est plus là. Ça ne sert à rien. Le problème, c'est comment on fait pour que cette belle idée, qui est l'idée européenne, qui en a quand même pris un grand coup dans l'aile, comment on fait pour qu'elle renaisse, qu'elle redevienne ce qu'elle a été, un espoir pour des millions de Français et d'Européens. Et moi, je pense que l'énergie d'un responsable politique aujourd'hui, c'est pas de passer son temps à taper sur cette Europe dont les absences et les insuffisances sont visibles, mais plutôt de redéfinir en quoi on fait remarcher cette machine qui est en panne. Est-ce que faire de la sélection à la fac, est-ce que c'est un gros mot? Est-ce que c'est un tabou? Écoutez, moi je pense que la vraie formulation sémantique, c'est d'être exigeant sur l'orientation renforcée des étudiants après, des futurs étudiants après le bac. Je pense que il y a vous pouvez rendre ça un petit peu plus clair, je suis désolé. Oui, je vais être très clair. Non, mais je vais être très clair. La sémantique. Je vais être très clair. Vous avez des bacs qui, et on le sait très précisément, ne préparent pas forcément à la réussite en première année de licence. Vous avez un certain type de bac, rentrons pas dans le détail, c'est pas très important, où statistiquement, vous avez 3% de chance de réussite à la licence. La première année, donc il faut faire le tri là-dedans. Donc ça, qu'est-ce qu'on fait? Le tri, on leur dit pas non, pourquoi il y a 3%? Ces 3-là, ça aurait été dommage de les interdire. On explique, et c'est tous les projets d'orientation qui s'amorcent là, qu'on a commencé pour la première année cette année et qu'on va renforcer l'année prochaine, on explique, on doit avoir au lycée, au moment où on remplit APB, quelqu'un qui vous dit, c'est ce que j'appelle l'orientation renforcée, franchement, tu ne devrais pas faire tu devrais pas aller en mathématiques alors que... Donc on appelle ça quoi? Sélection. Non, mais de l'orientation, sélection, vous dites pas non par principe parce que vous c'est bien, vous c'est pas bien, vous savez pas quand ça se déclenche un enfant. Vous savez pas quand ça se déclenche un étudiant. Il y a des cas très variés. Vous avez des gens qui d'un seul coup en première deviennent des très bons élèves et puis d'autres c'est en deuxième année de licence. Donc vous savez pas. Mais vous devez en revanche faire beaucoup plus d'efforts pour orienter dans des filières où ils ont des chances de réussite des élèves qui ont des profils spécifiques. Pour que ce soit clair pour tout le monde, et pourquoi est-ce qu'on ne le dit pas tout simplement? C'est ce que je suis en train de faire. Je m'adresse à Thierry Mandon, évidemment, je suis confiant qu'il maintiendra cette vigilance par rapport au budget de la recherche. C'est surtout ce que nous avons déjà discuté, que nous ayons un budget de la recherche 2017 qui soit assez offensif. C'est ça qui est important pour nous. Alors, je confirme à M. Jouzel, à nos prix Nobel, que les crédits qui avaient été à un moment convoités par des budgétaires qui cherchent toujours des sous, c'est comme ça, ont bien été finalement conservés intégralement. Et deuxièmement, je confirme à M. Jouzel et accessoirement à vous-même qu'il y aura un effort budgétaire pour la recherche au budget 2017. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, vous allez le savoir dans les jours qui viennent, puisque les arbitrages sont en train d'être faits. Il y aura un effort budgétaire pour la recherche. Le président de la République s'y est engagé. Il y aura un effort budgétaire sur la recherche de manière générale sur les organismes, parce qu'ils ont des charges nouvelles qu'il faut, en partie en tout cas, financer, et sur le budget de l'Agence nationale de la recherche. Le montant, c'est ce que je suis en... Oui, effort, budget augmenté. Vous allez corriger. Vous saurez dans les prochains jours, j'ai pas envie d'avoir un tweet de M. Eckert si je vais plus loin que les arbitrages qui ne sont pas encore tout à fait rendus.